Devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé, a présenté son projet de budget qui s'élève à 25 456 173 000 de francs CFA contre 29 112 744 000 de francs CFA en 2023, soit une baisse de 12,59%. Cette baisse se justifie par la clôture des activités du projet SWED pour l'autonomisation des filles et des femmes et du dividende démographique, donc qui était prévue, cette clôture prévue pour 2024. Mais cela ne devrait pas impacter la mise en œuvre des grandes réformes engagées les années antérieures dans le secteur des affaires sociales et de la microfinance. Alors les priorités, d'abord nous avons la poursuite des grands travaux et des réformes qui ont déjà été engagées depuis 2023. Nous avons la transformation des centres de promotion sociale en guichet unique de protection sociale avec un lancement officiel des travaux de construction et d'équipement des infrastructures. Nous avons le transfert monétaire à 75 000 ménages pauvres extrêmes dans 33 communes à travers le programme de filets sociaux de protection sociale productif appelé Gbesoke, l'intensification de l'assurance maladie aux couches vulnérables, pauvres pour notre extrême, le renforcement de la lutte contre la mobilité transfrontalière des enfants, l'implémentation de l'initiative des classes socio-éducatives, la rénovation des centres de formation spécialisés des personnes handicapées, l'actualisation des documents de politique et l'élaboration de leur plan d'action, le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de protection de l'enfant en vue d'une meilleure prise en charge des diligences qui leur incombent dans les procédures, le renforcement de cadres institutionnels et réglementaires des adoptions, le démarrage du projet de finances inclusives et innovantes, l'évaluation d'impact du projet microcrédit à l'AFIA, la consolidation de la base de données des bénéficiaires des programmes de protection sociale, la mise en place ou la création d'un centre d'assistance psychiatrique, la mise en œuvre des dispositions des tests d'application de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, la digitalisation des services et prestations offerts par la mise en place donc d'un système de gestion intégré, l'implémentation d'un mécanisme de gestion des plaintes des services et prestations offerts par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les échanges ont été très vifs, très conviviaux aussi, et surtout j'ai constaté que les députés ont porté une très bonne appréciation sur toutes nos perspectives pour 2024. Quand je prends la construction des guichets uniques de protection sociale avec la vision, la réforme principale qu'ils portent, quand je prends la création du centre d'assistance psychiatrique, par exemple, donc autant d'exemples, et ils ont quand même souligné aussi le besoin, ils ont souligné le besoin de recrutement au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, pour ceux qui connaissent les centres de promotion sociale et les difficultés que nous rencontrons. Exercice du budget 2024 du ministère des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle. 199 milliards de francs CFA pour booster les projets phares. À l'instar de ses pairs, le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouarochabi, est également passé au palais des gouverneurs pour défendre le budget à lui alloué pour l'exercice 2024. Puis vous dire déjà avec beaucoup de plaisir et de satisfaction que le projet de budget a connu un accroissement de l'ordre de 5%. L'an dernier, à cette même table, j'annonçais un budget d'environ 189 milliards et cette année, pour 2024, nous sommes à près de 199 milliards. Donc ça fait un accroissement d'environ 5%. Vous savez très bien que le sous-secteur de l'enseignement technique et la formation professionnelle est le projet phare du gouvernement. Vous savez que depuis l'an dernier, nous travaillons sur plusieurs chantiers, dont la mise en place des lycées techniques agricoles au nombre de 30, la mise en place des écoles de métiers, des centres de formation professionnelle. Et tout ça, autour de tout cela, il y a du travail qui se fait sur les curricula, sur la formation des enseignants, etc. Donc, ce n'est pas surprenant que ce budget soit ce que vous entendez. Déjà, je puis vous dire que les différentes études de faisabilité, les études d'impact social et consorts, nous sommes pratiquement à la fin de ces études
Et actuellement, nous nous apprêtons à lancer la construction réelle donc, de ces lycées, de ces écoles. Et les premiers lycées déjà en février, et si les projections tiennent, en février déjà, les premiers travaux pourront déjà commencer. Ça va se poursuivre au fur et à mesure. Avant la construction physique, vous saviez que déjà depuis l'an dernier, nous avons mis en formation donc, des enseignants. Il y a une bonne cohorte qui est par exemple en France et qui est en train de finir cette année. Nous avons près de 700 élèves professeurs, adjoints et élèves professeurs certifiés à Kétou, à l'Université nationale de Kétou. Ils sont formés par l'université avec la collaboration de l'Université du KwaZulu-Natal, de l'Afrique du Sud. Et il y a beaucoup de choses qui se font. Mais ce que la population attend, les lycées, quand est-ce qu'on va les voir surgir du sol? Et c'est ce que je vous explique. À partir de 2024, donc déjà, les travaux vont commencer. Nous avons d'abord noté à travers les interventions des honorables députés qu'ils s'intéressent beaucoup donc, à ce qui se fait. Nous avons pu noter leurs préoccupations de voir ces lycées très rapidement se mettre en place. Et lorsque nous leur avons annoncé la bonne nouvelle, alors nous avons pu décrocher des satisfecits de certains parmi eux. Et cela veut dire qu'ils sont totalement contents de savoir que les choses bougent. De la déclaration faite par le ministre Salimane Karimou en charge des enseignements maternels et primaires à la presse parlementaire, il ressort que les prévisions budgétaires du ministère des enseignements maternels et primaires pour la gestion 2024 sont évaluées à 177 milliards 892 millions 942 000 francs CFA contre 169 milliards 460 millions 373 000 francs CFA en 2023, soit une hausse de 8 milliards 432 millions 569 000 francs CFA. Dans ses propos, Salimane Karimou a fait comprendre que cette hausse du budget 2024 de son ministère servira à la mise à disposition des intrants pédagogiques, l'extension et l'amélioration des cantines scolaires. Je dois pouvoir vous dire que le focus est essentiellement mis sur l'amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants et également des apprenants. C'est le volet accès, équité et rétention qui prend en compte ce qui concerne les apprenants en termes du programme national d'alimentation scolaire intégré. C'est le volet pilotage et soutien qui prend en compte l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Et nous avons le volet amélioration de la qualité de l'enseignement. Et pour que la qualité de l'enseignement soit de bonne facture, il faudrait qu'en plus de l'amélioration des conditions de travail des enseignants, qu'il y ait également les intrants pédagogiques. En faisant le point pour le compte de l'année scolaire échue, nous avons fait le point en disant que nous étions déjà à un taux de couverture de 75%. Et que, à partir de l'année scolaire 2023-2024, les cantines scolaires rentreront effectivement dans les chefs-lieux, n'est-ce pas, des départements, notamment dans les grandes villes, comme Porto Novo, comme Cotonou, comme Parakou, comme Calavi. Alors, pour le compte déjà de l'année scolaire en cours, vous savez que l'année scolaire est à cheval sur 2 années civiles, donc 2023-2024. Donc, nous sommes déjà dans toutes ces villes-là aujourd'hui à travers le programme national d'alimentation scolaire intégré. Alors, c'est dire que le gouvernement est dans sa logique d'universalisation des cantines scolaires, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus désormais, à partir de 2026, aucune école primaire publique de Bénin qui ne soit dotée de cantines scolaires. Ça, c'est déjà un engagement qui est acté, un engagement qui est budgétisé. Désormais, un accent particulier est mis sur le volet nutrition, qui sortira même des écoles et qui va concerner même les populations lambda. Les femmes enceintes, n'est-ce pas, feront désormais l'objet, n'est-ce pas, de suivi nutritif, y compris le fœtus, y compris l'enfant qui va naître, qui sera déjà à l'école, même parfois partie même de la maternelle. Donc, c'est dire que le programme national d'alimentation scolaire intégré aujourd'hui
est un programme qui est désormais aujourd'hui sur orbite et qui prend en compte l'alimentation dans sa globalité, y compris la nutrition. Je voudrais profiter de votre antenne pour remercier, n'est-ce pas, les honorables députés qui ont plus soutenu tous les programmes du ministère de l'enseignement maternel et primaire et qui ont tous, disons, pris l'engagement d'œuvrer pour l'augmentation même des ressources budgétaires de ce ministère au regard des ambitions, au regard des programmes et au regard même de tout ce qui se met en place aujourd'hui. Ils ont estimé que même les 177 milliards et quelques alloués ne sauraient suffire parce que déjà sur les 177 milliards, 892 millions et quelques là, les salaires du personnel s'élèvent déjà à plus de 128 milliards. Et ils ont pris l'engagement de plaider aux côtés du ministre de l'économie et des finances, ministre d'État, afin que quelque chose soit fait, n'est-ce pas, pour compléter ce qui est mis à disposition. Donc ils ont été très très favorables à ce que nous avons présenté, même s'ils n'ont pas manqué de poser des questions sur certains aspects, notamment la question des aspirants au métier d'enseignant, la question de leur traitement, la question de matériel roulant que nous avons évoqué nous-mêmes, mais dans l'ensemble, ils ont soutenu le budget du ministère. La grâce présidentielle, est-ce que ça veut dire que nous reconnaissons aujourd'hui que Eric Amadougou est fautif? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas... Juridiquement, ce n'est pas ce que vous dites. Tous ceux qui sont condamnés ne sont pas toujours fautifs. Dans nos prisons, il y a des innocents qu'on condamne souvent. Il y a des innocents qui obtiennent la grâce présidentielle également. Et avec le président de la République, nous n'avons pas parlé de la grâce. Nous avons parlé de la loi d'amnistie. Et comme le premier vice-président l'a dit, il est resté fermé. Il est revenu, il s'est dit, la grâce présidentielle, c'est mes prérogatives. Je ne prendrai pas. Et on a dit, on lui a demandé d'accompagner la loi d'amnistie. Il dit non, que ce sont les députés. On a dit, les députés, vous avez quelque chose à dire. Il a dit qu'il n'est pas ouvert pour ça. Donc, nous n'avons pas demandé la grâce pour nos camarades, nous avons demandé la loi d'amnistie. Encore que si nous avons demandé la grâce, ça ne veut pas dire ce que vous avez dit. Nous avons abordé également la question des exilés politiques et à ce niveau également, le président est resté fermé, il n'est pas accessible à ça. Il a dit que les camarades devaient répondre de leurs actes. Nous avons pensé que, nous avons dit que le pardon dans notre pays, le grand cœur dans notre pays a été toujours l'acte qui a rendu la vie politique accessible à tout le monde. Mais toujours est-il que le président est resté jusqu'à la fin fermé à notre doléance. Quelqu'un a parlé du président Yahi Boni qui officiellement aurait demandé pardon. Et oui, parce que nous étions en négociation. Le pardon ne veut pas dire il a fauté, pardon, libère-le. Non. Nous étions avec le chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas un piège en allant au palais de la République? Nous sommes des citoyens béninois. Qu'on le veuille ou pas, Patrice Talon est le président de la République. Et
Nous avons des doléances. Nous les avons manifestées. Il a entendu nos doléances. Il a voulu que nous discutons de ces doléances. Est-il normal qu'on dise qu'on ne va pas discuter avec lui? Qui va nous comprendre que nous disions que nous ne voulons pas discuter de nos problèmes avec le président de la République? Je crois que c'est tout à fait normal qu'on soit allé au palais, même si toutes les doléances ou toutes nos préoccupations n'ont pas eu de solution, il y en a quand même qui ont été acceptées et qui peuvent nous amener vers un tant soit peu une transparence pour les élections de 2026. Je crois que ce n'était pas un piège. Nous avons gardé, en tout cas, notre indépendance politique de notre allée au palais jusqu'à notre sortie, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous avons notre indépendance politique et nous pensons que ce n'était pas un piège. L'heure du déjeuner approche et Shola Abiodun Adeyemi s'active. Sur son plan de travail, une petite cuisinière composée de 2 plaques de cuisson et une grande bouteille remplie d'un gel verdâtre. Dans ce bol, du bioéthanol fabriqué à partir de biomasse qui permet d'allumer le feu. Avec la flambée du coût de la vie, le gaz de cuisine est devenu hors de prix pour de nombreux ménages nigérians. Je l'aime tellement, il ne noircit pas votre casserole lorsque vous l'utilisez. Vous vous sentez à l'aise, vous n'avez même pas besoin de stresser. Même l'odeur qui se dégage, vous adorerez cuisiner. Au Nigeria, les émissions de CO2 pourraient être réduites de plus de 4 millions de tonnes si tous les ménages utilisaient du bioéthanol pour cuisiner selon les Nations Unies. Ce biocarburant bon marché constitue un combustible propre pour les cuisines où les familles utilisent souvent du bois ou du charbon dont les émanations de fumée sont délétères pour la santé. Lorsque vous regardez en Afrique, vous remarquez que les gens cuisinent avec du bois de chauffage, ce qui cause des maladies et tue des femmes. C'est ce qui est arrivé à notre visionnaire Femi Oye. Il a perdu sa grand-mère quand il était jeune parce qu'elle cuisinait avec du bois de chauffage. Et quand il a grandi, il a su que sa mort était liée à la fumée. Hormis son cas, tant d'autres femmes sont mortes, certaines ont perdu la vue. Et vous savez, même des enfants en meurent aussi. Depuis sa création, Kike Technologies a reçu plusieurs récompenses pour son impact sur l'environnement et la santé et a vendu au total 1 million de cuisinières entre 14 et 21 $ l'unité, principalement au Nigeria. Avec les biocarburants, c'est propre, c'est sûr et c'est abordable. Et maintenant, le revenu d'un Nigérian moyen est déjà en baisse, donc tout le monde cherche le moyen le moins cher de survivre. À l'échelle régionale, la CEDEAO envisage l'adoption de normes harmonisées de cuisson, de transport et de domestication du bioéthanol. La Cour suprême des Comores a approuvé jeudi le projet du président sortant Azali Assoumani de briguer un nouveau mandat lors de la prochaine présidentielle prévue le 14 janvier 2024. Le président sortant Assoumani sera ainsi face à 9 opposants, parmi lesquels figure son ex-ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, mais aussi Salim Issa Abdillah du parti Joua de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, condamné à la réclusion à perpétuité pour haute trahison en 2022. Certains partisans et dirigeants de l'opposition ont promis de boycotter le scrutin en raison du manque de transparence du processus électoral et ont exigé des autorités qu'elles libèrent sans condition l'ancien dirigeant Sambi et tous les autres prisonniers politiques. Ancien officier de l'armée, Azali Assoumani est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État en 1999. Il a depuis remporté 3 élections. L'archipel de l'océan Indien, qui compte 800 000 habitants, a tenu sa dernière élection présidentielle en 2019. Assoumani a été déclaré vainqueur alors que l'opposition dénonçait des irrégularités, notamment l'exclusion d'observateurs indépendants et le précochage de bulletins de vote.
Le président de la Sierra Leone a déclaré que la plupart des responsables des attaques contre les principales casernes militaires et les prisons du pays avaient été arrêtés et que le pays était revenu à la normale après l'assouplissement d'un couvre-feu de 24 heures au profit d'un confinement du crépuscule à l'aube. Les attaques survenues tôt dimanche matin ont surpris les habitants et les forces de sécurité de ce pays d'Afrique de l'Ouest et ont suscité la crainte d'un éventuel coup d'État dans une région en proie à l'instabilité politique. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux semblent montrer des dizaines de détenus s'échappant, alors que les forces de sécurité étaient engagées dans un échange de tirs avec les assaillants près de la capitale. Les attaques ont aggravé les tensions politiques en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, où les coups d'État se sont multipliés, avec 8 prises de pouvoir militaires depuis 2020, y compris au Niger et au Gabon cette année. Le bloc économique régional d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dont la Sierra Leone est membre, a décrit les attaques comme un complot visant à acquérir des armes et à perturber la paix et l'ordre constitutionnel dans le pays. La décrue s'amorce dans le district de Dolow, dans le sud-ouest de la Somalie. Mais en se retirant, l'eau laisse derrière elle des familles en détresse ayant tout perdu et désormais exposées aux maladies. Dans le quartier de Garbulo, Aouliyo, 70 ans, craint de tomber dans la boue en essayant de récupérer des effets personnels à son domicile dévasté par les eaux. C'est tout ce qui reste de ma maison où je vivais avec mon fils qui est tombé malade ainsi que ses enfants et sa femme. L'inondation a balayé maisons, écoles, terres agricoles, routes et ponts, laissant les habitants sans abri, nourriture ou eau potable. Selon Mohamed Dahir, responsable de l'eau pour l'ONG américaine Mercy Corps, les organisations humanitaires s'inquiètent désormais pour les personnes vulnérables aux maladies dans cette zone. Je tiens à souligner la gravité des inondations de la rivière Juba et leur impact sur la population. Les inondations ont causé d'importantes pertes humaines et matérielles et de nombreuses personnes ont été forcées de fuir leur domicile. Cela est dû bien entendu au changement climatique. La Somalie est fréquemment touchée par des phénomènes météorologiques extrêmes, toujours plus intenses. Le gouvernement somalien a déclaré le 12 novembre l'état d'urgence suite à cette inondation qui a fait une centaine de morts et privé 700 000 personnes de leur domicile. Alors que la trêve à Gaza a été prolongée de 2 jours, de nombreux camions d'aide humanitaire continuent d'affluer par le poste frontière de Rafah, dans le sud de la bande. Une soixantaine de véhicules a acheminé du matériel médical pour les hôpitaux qui fonctionnent encore. 11 ambulances ont également été livrées à l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza. Au total, selon l'ONU, plus de 250 camions sont entrés dans l'enclave palestinienne depuis le début de cette pause. Depuis vendredi, dans le cadre de l'accord entre Israël et le Hamas, 39 otages israéliens ont été libérés, ainsi que 119 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, parfois sans procès. Cette trêve offre un répit à la population palestinienne dont les besoins, selon l'ONU, sont sans précédent. Près de 15 000 personnes, dont plus de 6 000 enfants, ont été tués par des bombardements israéliens. Plusieurs dizaines de milliers de Marocains ont manifesté dimanche à Casablanca, la capitale économique du pays, en solidarité avec le peuple palestinien, appelant à un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza et à la suspension des relations établies fin 2020 avec Israël. Ce n'est pas d'une trêve que nous avons besoin, mais d'un cessez-le-feu définitif pour se mettre à table, pour donner l'occasion à la paix, pour la création d'un État palestinien souverain avec sa capitale Al-Quds et la possibilité de retour de tous les exilés, de toute la diaspora palestinienne et la libération des prisonniers dans les geôles de l'État sioniste. Brandissant des drapeaux palestiniens et portant des kéfiers noirs et blancs, les manifestants ont appelé à l'arrêt des relations entre Israël et le Maroc, 3 ans après leur normalisation dans le cadre d'un processus entre Israël et plusieurs pays arabes soutenus par Washington.